18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin adresse un message de condoléances et de compassion à son éminence le cardinal Giovanni Battistare, doyen du collège des cardinaux au Vatican, suite à la disparition du pape François, décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Coup d'envoi à Meknès du Salon international de l'agriculture. La 17e édition de cette grande foire agricole a été ouverte aujourd'hui sous la présidence de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. À suivre la correspondance de nos envoyés spéciaux à Meknès. Puis nous irons à Tissint, à quelques encablures de Tata. Ce petit village oisien attire des touristes étrangers avides d'expériences humaines authentiques. Un village à l'ombre des palmeraies où le temps semble suspendu. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a adressé un message de condoléances et de compassion à son éminence le cardinal Giovanni Battistare, doyen du collège des cardinaux au Vatican, suite au décès du pape François Ier. Dans ce message, le souverain souligne que c'est avec une profonde affliction et une vive émotion et, je cite, que nous avons appris le décès de sa sainteté le pape François Ier, que Dieu l'agrée en son vaste paradis. En cette douloureuse circonstance, nous tenons à vous présenter à travers vous au monde chrétien et plus particulièrement à l'honorable Église catholique l'expression la plus sincère de nos condoléances et de notre compassion à la suite de la disparition d'une éminente figure religieuse ayant consacré sa vie au service des idéaux suprêmes de l'humanité tout entière et des nobles valeurs communes de foi, de liberté, de paix, d'amour et de solidarité entre les peuples, de même qu'il est resté attaché à l'appel quant à la nécessité de protéger et de préserver l'environnement qui abrite l'ensemble de l'humanité. En ce moment pénible, nous nous remémorons toute la générosité et les sacrifices dont a fait montre le défunt tout au long de sa vie, en appelant à la lutte contre la marginalisation et la pauvreté et à la défense de la dignité humaine, et en dénonçant en particulier les circonstances entourant le phénomène de la migration illégale, outre son appel inlassable pour la consécration des valeurs de paix, de dialogue, de tolérance et de coexistence entre les religions monothéistes. Nous nous rappelons avec grande déférence la visite historique que le grand regretté de l'Église a effectuée au Maroc en mars 2019, laquelle visite a consolidé le caractère distingué des relations solides liant le Royaume du Maroc et la Cité du Vatican et servi ainsi de socle pour la poursuite et de la construction des passerelles du dialogue, de la compréhension et du respect mutuel entre les mondes chrétiens et musulmans. Cette visite bénie a été couronnée par la signature par notre Majesté et feu sa sainteté le pape de l'appel d'Al-Quds qui insiste sur la garantie de la pleine liberté d'accès des fidèles des trois religions monothéistes à la vie sainte et sur le droit de chacune d'y exercer son propre culte. En partageant votre peine suite à cette perte cruelle, nous implorons le Très-Haut de vous accorder patience et réconfort et d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Fin de citation. Également à la une de l'actualité ce lundi, le coup d'envoi à Meknès de la 17e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Le SIAM a ouvert aujourd'hui ses portes au cœur du Méchoir Stignas Rejswani. La cérémonie d'ouverture a été présidée par son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI du 21 au 27 avril. Cette édition se tient sous le thème agriculture et monde rural. L'eau au cœur du développement durable. À son arrivée, son Altesse royale, le prince héritier, a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs avant d'être salué par plusieurs personnalités. À l'entrée du Salon international de l'agriculture au Maroc, son Altesse royale a été saluée par plusieurs personnalités,
Par la suite, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan a visité le pôle région avant de poser pour une photo souvenir avec les présidents des conseils des régions et de visiter les espaces eau et irrigation et recherche et innovation au pavillon du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des eaux et forêts et le pavillon ECP. Son Altesse Royale a également visité les pôles sponsors institutionnels, agroalimentaires, international et agri-digital, agro-fourniture, nature et environnement, machinisme, produits du terroir, intrants d'élevage et élevage. Installé à la place Sahari Soigny sur une superficie de plus de 12 hectares, le SIAM 2025 connaît la participation de 70 pays avec la France en tant qu'invité d'honneur. Un choix qui reflète l'excellence des relations entre les deux pays et le dynamisme qui marque la coopération bilatérale. Plus de 1500 exposants sont présents à cette 17e édition qui sera marquée par l'organisation de plusieurs conférences scientifiques et tables rondes avec pour objectif de croiser les expertises et d'explorer les pistes et alternatives concrètes au service d'une agriculture plus résiliente, capable de répondre aux défis climatiques et de préserver l'équilibre de l'écosystème agricole, à même d'assurer une souveraineté alimentaire durable du pays. L'ouverture par Son Altesse Royale de ce salon est une nouvelle illustration de la haute sollicitude et bienveillance dont Sa Majesté le Roi ne cesse d'entourer le secteur agricole, comme elle témoigne de l'ampleur de l'engagement du Royaume sous l'impulsion du souverain en faveur des questions mondiales prioritaires que sont la sécurité alimentaire, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Dans l'actualité diplomatique, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bonkol Adoye, est en visite à Rabat. À son agenda, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Et ce, à l'occasion du lancement à Rabat de la 4e édition de la session de formation spécialisée au profit des observateurs d'élections africains. Il s'agit d'appuyer leurs compétences et de développer les mécanismes de leur travail. Cette session incarne le partenariat solide entre le Maroc et l'Union africaine dans le domaine du renforcement de la gouvernance politique à l'échelle du continent, tout comme l'engagement du Royaume dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. L'expérience marocaine du Parlement de l'enfant fait écho en Afrique. Une série de rencontres a été organisée à cet effet au Sénégal et au Libéria, initiée il y a quelques jours par l'Observatoire national des droits de l'enfant. Ces rencontres ont permis aux institutions des deux pays œuvrant dans le domaine des droits de l'enfant de s'enquérir de l'expérience pionnière du Parlement de l'enfant marocain, de la participation des enfants à la vie publique et de la défense et de la promotion de leurs droits. Ces rencontres viennent en implémentation de la convention de partenariat signée avec Mohamed Mtkal, ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale, portant sur l'appui aux activités du Parlement de l'enfant le 20 novembre dernier devant Son Altesse Royale, la princesse Lalla Brahim, présidente de l'ONDE. Iman Abou pour les développements. Une expérience pionnière qui s'exporte en Afrique. Pour sa première escale, la délégation de l'Observatoire national des droits de l'enfant s'est rendue au Sénégal pour présenter l'expérience du Parlement de l'enfant marocain, structure emblématique de la participation des enfants à la vie publique, la défense et la promotion de leurs droits au Maroc.
Après le Sénégal, c'est au Libéria que la délégation de l'ONDE appuyée a poursuivi sa mission, avec à la clé des rencontres qui ont été l'occasion d'un fructueux partage d'expériences sur la participation des enfants à la défense de leurs droits. Les rencontres avec des enfants parlementaires du Libéria, la ministre libérienne du genre, de l'enfant et de la protection sociale et la commission parlementaire des droits de l'enfant ont été ponctuées par une conférence de plaidoyer dispensée par professeur Rizlan Benjeloun, vice-présidente de l'ONDE. Elles étaient centrées sur l'urgence d'action préventive et de formation en santé mentale des enfants. Au terme de ces rencontres, les responsables libériens et sénégalais ont félicité chaleureusement Son Altesse royale la princesse Lalla Mariam pour ses efforts continus en faveur des enfants du continent africain. Depuis sa création en 1999, le Parlement de l'enfant marocain a permis à plus de 4000 enfants de s'initier aux valeurs de citoyenneté et de démocratie, de porter la voix et de défendre les droits de leurs pairs auprès des décideurs et de renforcer leurs compétences dans des domaines clés tels que la prise de parole en public, la plaidoirie et l'entrepreneuriat. Comment gérer sa communication de crise et sur la base de quelle stratégie publique et médiatique? Des problématiques soulevées dans le cadre du 7e colloque international sur la communication et l'espace public. Chercheurs, journalistes et institutionnels mènent à Rabat une réflexion collective autour des dispositifs d'information et de communication publique dans un monde miné par les catastrophes. Samira Sban, Mehdi Karakchouf et Iman Abou. Les enjeux médiatiques et institutionnels en temps de crise, un sujet d'actualité brûlante. Chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et autres intervenants se réunissent ici dans une dynamique de réflexion collective. Objectif, explorer les multiples facettes de la communication en période de crise. Ce colloque justement est si vous voulez, c'est un centre de rencontre, c'est une réflexion collective des praticiens, des chercheurs universitaires, des psychologues, des historiens, des sociologues, en fait, des géographes autour de cette thématique et de croiser leurs regards et de partager leur expérience, leurs travaux par rapport en fait à cette thématique qui est très importante et de relever le rôle de la communication dans la gestion de crise. Il s'agit donc d'interroger la manière dont les sociétés produisent, diffusent et reçoivent l'information dans des contextes critiques où la parole publique devient vitale. Quelques pistes sont ici dégagées. Entre communication de crise et communication d'urgence, il devient nécessaire aujourd'hui de développer des compétences, notamment la compétence numérique, mais également une forme de compétence en matière civique. C'est-à-dire que les citoyens aujourd'hui peuvent aussi être même acteurs dans le cadre de crise pour relayer l'information, donc être finalement des vecteurs et des relais d'information et de communication auprès de la population. Comment c'est difficile finalement à aborder cette thématique, puisque aussi la crise, comme la notion de territoire et la communication publique, sont des notions qui sont assez complexes et parfois difficiles à comprendre. L'amélioration pendant la crise, ça vient pas forcément de la communication, ça vient plutôt des acteurs finalement, et surtout des acteurs politiques. Parce que la communication publique, en grande partie, c'est une communication politique. Ce 7e colloque du genre à Rabat explore la communication de crise non seulement comme un simple outil technique, mais aussi comme une pratique profondément humaine, traversée par des enjeux politiques, culturels et sociaux essentiels. La réflexion se poursuit jusqu'à demain. Comme nous vous l'annoncions au début de ce journal, le pape François s'est éteint ce matin au Vatican à l'âge de 88 ans. L'annonce de sa disparition a suscité une vague d'émotions à travers le monde. Pour l'ensemble des fidèles catholiques, il était l'incarnation même du pape qui a dédié tout son pontificat à la cause des plus démunis. Dominique Orlando. C'était hier dimanche sur la place Saint-Pierre à Rome à l'occasion de la célébration des fêtes de Pâques. Le pape François s'est alors brièvement adressé aux fidèles à qui il a transmis tous ses meilleurs vœux. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Quelques mots difficilement prononcés qui ont résonné comme un message d'espoir. Le pape, toujours convalescent, a même souhaité un peu plus tard se rapprocher de ses fidèles. Ce sera là son tout dernier bain de foule, lui qui fut considéré comme le souverain pontife de toutes les compassions. Très proche des petites gens, soucieux de justice et d'équité, le pape François avait d'emblée marqué les esprits au tout premier voyage de son pontificat qu'il effectuera en juillet 2013 sur l'île de Lampedusa pour signaler haut et fort cette inacceptable mondialisation de l'indifférence. Thank you very much. Grand théologien de l'écoute et du dialogue, le pape François a toujours œuvré pour faire de l'Église cette grande maison ouverte aux pauvres et aux nécessiteux. Un homme affable et doux qui savait néanmoins se montrer ferme et décidé, privilégiant plutôt l'humilité que le faste et la grandeur. Le monde très probablement retiendra du pape François qu'il fut un homme de cœur, ouvert à la discussion et au rapprochement interreligieux. Le pape François, qui à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, s'était rendu au Maroc en mars 2019, tout comme l'avait fait en 1985 le pape polonais Jean-Paul II. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose du pape François et de ses 12 années passées à la tête de l'Église, ce serait peut-être cette phrase qu'il n'a cessé de prononcer dès ses toutes premières allocutions et qui ponctuera quasiment toutes les suivantes. François toujours disait « N'oubliez pas de prier pour moi ». Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. En Palestine, la bande de Gaza toujours sous le feu des soldats israéliens. Un mois après la reprise de son offensive sur ce territoire, l'armée israélienne est accusée par la défense civile palestinienne d'exécution sommaire lors de la fusillade dans laquelle 15 secouristes ont été tués en mars dans la bande de Gaza. Les victimes étaient 8 membres du Croissant Rouge, 6 membres de la défense civile à Gaza et un membre de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. La fusillade avait soulevé une vague d'indignation internationale. Triste jour pour la chanson marocaine. Le compositeur et chanteur Mohsen Jamal a tiré sa révérence aujourd'hui à Tanger à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie. Maître incontesté de la musique marocaine et du oud, feu Mohsen Jamal a laissé derrière lui un répertoire riche et intemporel qui a marqué des générations de mélomanes. Parmi ses titres les plus mémorables, Zinf Talatin, Smaliya Nosek ou encore Hadi Snin. Le défunt a collaboré au long de sa carrière, riche, avec Abdelwahab Doukali, Abdelhadi Belkhiyat, Mohamed El-Hiyani et bien d'autres grands noms de la musique marocaine. Puis cette autre disparition d'une grande figure artistique, le chanteur et compositeur Mohamed Ali, s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Le défunt s'est illustré par sa voix puissante et très reconnaissable, aussi bien sur scène en tant que chanteur que sur les ondes de la radio nationale où il a exercé pendant plusieurs années. Feu Mohamed Ali a profondément marqué l'histoire de la chanson marocaine grâce à son répertoire riche et ses collaborations à succès avec une palette de chanteurs marocains comme Samira Ben Saïd, Ismail Ahmed ou encore Bahija Idriss. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons.
Et avant de refermer ce journal, je vous propose une halte farniente dans les oasis du sud-est marocain, où l'arrivée des beaux jours s'accompagne par un bel afflux touristique. Nous le verrons dans le paisible village de Tissint. Cette localité à mi-chemin entre Tata et Fomsgig fait le plein de visiteurs étrangers tombés sous le charme de sa nature foisonnante et de ses monuments culturels. Hijab Tam, Kiasil Mazi, Mahdi Karakchou, le récit est de Maria Ouad. Avec ses collines rocailleuses, sa palmeraie immense, son canyon aux couleurs limpides et ses mythiques cascades d'eau salée, le petit village de Tissint est une oasis de quiétude, nichée au cœur d'un patrimoine naturel unique, riche de sa biodiversité et de sa nature préservée. L'oasis de Tissint donne à voir aux touristes de passage toute la richesse de son patrimoine géologique et culturel. C'est l'oasis de Tissint. L'eau y est salée. Et alors c'est vrai que je crois que l'année dernière, il n'y avait pas trop d'eau. Et là, cette année, on a la chance d'avoir de l'eau. Et voilà, comme vous pouvez constater, c'est très très beau. On vient de France et on trouve ça magnifique. C'est très beau. C'est beau. On a fait beaucoup de kilomètres pour venir ici et c'est très très beau. Très très beau. Magnifique. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce très beau village, notamment les cascades et la maison de Charles de Foucauld. C'est un petit village en plein essor qui a été sélectionné parmi 12 régions du Maroc en raison de ses nombreux atouts touristiques. Rendu célèbre après la chute d'une météorite tombée sur son sol en 2011, Tissint n'en finit pas de se réinventer. Et en fonction des saisons et des pluies, la cité se pare de ses plus beaux atours. Tissint est un village historique et touristique qui mérite que l'on s'y attarde. Il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir. D'ailleurs, les habitants sont très heureux de voir leur région se développer de cette manière et tous encouragent les actions visant à promouvoir leur village. Aussi dépaysant qu'insolite, Tissint est un petit Eldorado qui ne ressemble à aucun autre et où le temps semble s'être arrêté. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.